Yanda Wandamikila, Chichi la photo à Maramu. LMK. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme, ce qui semble comme un acronyme? Il n'y a rien qui se cache. Hein. Ce qui est sûr, Giovanni Las LMK, c'est juste un nom. Hein. Parce que là, cet assemblage, Giovanni, c'est mon premier prénom parce que j'en compte deux. Las, c'est un surnom ou soit un qualificatif que j'ai hérité de mes collègues du lycée. Ça date. Et LMK, c'est un choix personnel. Un choix personnel, c'est 3 consonnes que j'ai trouvé bien meilleures dans en fait, le tout de mon nom en fait. Donc du coup, c'est l'entier K. Et j'ai soutiré le L, le M et le K, ce qui fait LMK. Et du coup, on a Giovanni Las LMK. Tu es né à Infondo sur les bords de l'Ubangi. Et puis tu as navigué sur le fleuve Congo pour rejoindre Brazzaville. Que représente l'eau pour toi? En fait, né à Infondo pour rejoindre Brazzaville, oui. J'ai quitté l'Ubangi pour le fleuve Congo, oui. J'aime à me le dire, et puis c'est même un vers dans un de mes poèmes que je dis souvent. J'étais rivière, aujourd'hui fleuve. En fait, c'est un vers, oui, mais c'est pas qu'une poésie. C'est également une réalité, c'est également un fait, c'est une lutte. En fait, du fleuve, pour moi, je trouve que le fleuve, en le regardant, en le fixant, en l'observant, pour l'avoir parcouru, je trouve que le fleuve a une profondeur. Une profondeur. Et puis, s'il faut revenir à ta question, si ça influence ma plume, oui, le fleuve influence ma plume parce que pour moi, je trouve que le fleuve, c'est même toute l'écriture en fait. C'est tout un texte. Le fleuve parcourt, le fleuve vire, le fleuve se courbe avec toutes ses méandres, le fleuve est profond comme un texte. Donc pour moi, dans mes écrits, surtout quand je suis dans mon exercice de l'art, j'aime beaucoup plus la profondeur parce que la profondeur, c'est pour moi un critère qu'on ne peut séparer de l'art d'écrire. Sinon, un texte sans profondeur, je trouve que ça a non lieu d'être. Je dirais comment ça vient de la plume. Les mots ne sont pas de moi, mais de Aimé Yengue. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Bien, Aimé Yengue, il me rappelle d'abord la flévitude parce que c'est le créateur, le père fondateur de la flévitude. Donc Aimé Yengue, c'est une des personnes qui ont cru en ma plume. Ils ont cru en moi et c'est même l'éditeur de mon premier recueil de poèmes. Donc Aimé Yengue le dit, oui, sicilien, je pense qu'il les rattache beaucoup plus à mon premier prénom, Giovanni, qui a des origines italiennes, je pense. Mais sinon, pour aller dans le fond, il faudra quand même demander à Aimé Yengue, sinon moi, je n'aurai pas vraiment le fond de ces qualificatifs. Quand on aura l'occasion, bien sûr. Bien sûr. Mes jours sont comme vos jours. Quel est le titre d'un fameux recueil de poèmes publié par les éditions de la Flévitude, tu l'as dit. Pourquoi le choix d'un tel titre? Le choix. Oui, mes jours sont comme vos jours. Évidemment, c'est le titre de mon premier recueil de poèmes. Sinon, au départ, le recueil avait pour titre Mes jours de pénitence. Ensuite, il y a eu beaucoup de concertations avec Monsieur Yengue. Nous avions eu à discuter longuement là-dessus. Et du point de vue de la politique de son édition, il y a eu beaucoup de poèmes dans ces recueils que j'ai eu à soustraire. D'autres j'ai eu à casser carrément parce que tel que les poèmes d'amour concernant l'amour, ça ne cadrait pas avec la politique d'Aimé Yengue. Je les ai soustraits du recueil. Et le titre, il m'a demandé de revoir le titre parce que aujourd'hui le titre d'un livre, en fait c'est un appel au lecteur. C'est le phare, c'est le point focal même de l'œuvre. Normalement, il faut appeler le lecteur et non en fait, le rejeter, le repousser, l'effrayer. Non, non, non. On ne voudra pas cela. Donc il faut un titre
qui le ramène, qui le rapproche avec l'auteur. Donc du coup, mes jours sont comme vos jours. Et non mes jours de pénitence parce que ça ramenait trop de pénitence et puis il va peut-être craindre, trouver peut-être des deuils à l'intérieur ou soit des souffrances. Donc du coup, il ne fallait pas aller dans ces sens-là. Donc j'ai pris mes jours sont comme vos jours. Et puis évidemment, mes jours sont comme vos jours. Aujourd'hui, je me rends compte que l'on partage tout au monde en fait. On a des mêmes souffrances, même si pour certains, ça hausse un peu d'intensité. Mais sinon, on a des mêmes souffrances, des mêmes joies. Nous vivons la même vie. Et c'est le même soleil qui nous brûle la tête, de la nuque aux pieds. Ça brûle tout le monde de la même façon. Donc, même si le soleil est statique, mais quand même, on peut le dire, il quitte de l'est à l'ouest pour tout le monde. Donc, du coup, je me dis, sous ce soleil, tous on se partage en fait. Et puis, ce mot jour dans ces titres apparaît plus comme une métaphore. Que le lecteur et toute la classe littéraire peut s'engager ou soit s'amuser à le remplacer par n'importe quel mot qu'il veut. Soit la vie, soit la mort. Soit la vie, soit la mort. Donc on a la même vie, on a des mêmes morts. Tout le monde meurt en fait. Et on meurt allongé, on est là, les yeux fermés. Voilà. Donc je trouve que le titre était un peu... ça rimait avec l'art. Jean Tsemou, qui est ton préfacier, dit qu'avec cet ouvrage, je signe une entrée fulgurante dans l'arène des maîtres de la parole. Un commentaire pour ce sujet? Des commentaires, oui, Pierre Tsemou. Pierre Tsemou, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de l'estime pour lui. Non seulement pour l'art, c'est aussi un père. C'est quelqu'un de très attachant et de très accueillant également. Donc, s'il le dit, c'est parce qu'il a eu à parcourir le recueil. Il a eu à parcourir, il a eu à me lire. Maintenant, s'il le dit, moi je penserais qu'il le dit vraiment parce que c'était une première œuvre et puis il a trouvé qu'il y avait des mots pour le dire. Il a trouvé qu'il y avait la profondeur ou soit l'efficacité ou soit... je ne sais pas en fait, je ne sais pas. C'est à Pierre Tsemou de le dire, mais je pense vraiment que s'il le dit, c'est parce qu'il a eu à parcourir le livre et à le lire. Parce que c'est le premier lecteur d'abord, parce qu'il est mon préfasseur. Donc il a lu en premier, à part moi, il a lu en premier, avant les lecteurs. Donc il a donné son point de vue et moi, je ne fais que l'acquiescer en fait. Je pense que nous aurons l'occasion d'en débattre avec lui dès son retour. Es-tu d'accord avec lui lorsqu'il affirme que ta parole rachète l'homme des égarements sur le chemin de son destin? Ouais. Dans ces mots, je vois Pierre Tsemou s'atteler beaucoup plus sur un de poèmes ou soit quelques poèmes qui composent ce recueil. Je trouve qu'il y a des poèmes là-bas qui expriment, qui sont des histoires en fait, des histoires qui racontent le destin, des histoires qui racontent la vie, qui s'emmènent et qui chutent au destin. Donc du coup, je pense que pour l'avoir lu, je le répète encore, il a vraiment le droit de les dire. Dans ce recueil, tu alternes tantôt entre la rigueur des anciens classiques, tantôt avec la liberté d'écriture poétique. Comment peux-tu expliquer ce aller-retour entre différents âges et différents styles? Oui. Ce qui est sûr, moi j'ai commencé avec l'écriture, avec la lecture d'abord, avant l'écriture. Et mes premières lectures, c'était des BD, des bandes dessinées à l'époque. Il y avait des Kwaku, il y avait des Tintins, un peu... plusieurs BD, j'en ai lu. Et ensuite vient l'écriture. Mais dans l'écriture, j'ai commencé à écrire en premier lieu des sonnets. J'écrivais les sonnets parce que j'aimais la rigueur et l'audace. J'aimais la beauté des classiques. C'est ce que j'aimais. Et ensuite, j'ai rencontré l'écriture contemporaine. L'écriture contemporaine. J'ai rencontré l'Afrique qui écrit avec la négritude et les autres. Et même avant la négritude, j'ai rencontré ces poètes-là.
ces écrivains-là qui écrivaient avec ce qu'ils sentaient. Donc du coup, ça m'a flatté. Et je me suis engagé dans ça. Et dans ma quête d'écriture et dans mon exercice d'écrire, j'arrive à le faire, mais c'est indépendamment de ma volonté. Ça m'influence comme ça pour les avoir lus. Et je pense que je ne citerai pas ces poètes-là ici ou ces écrivains ici, mais je pense qu'en passant de Rimbaud à Baudelaire, Chikaya et Sony, on ne peut pas sortir indemne. On ne peut pas sortir indemne. Et c'était ça ma force. Alain Mabongo, se reconnaissant héritier de Chikaya Otamsi, affirme dans Le Monde et mon langage ce que suit. Chikaya Otamsi est en moi parce que je me nourris de la cendre et du pain. Et parce que j'ai toujours entendu crépiter le feu de brousse qui m'a incité à écrire. Et toi, de quel poète te sens-tu proche ou héritier? Les poètes les plus proches, c'est difficile de le dire parce que j'ai un peu chevauché tous ces mondes-là. J'ai lu ce qui était à ma portée et ce qui m'a plu. Je venais de citer Rimbaud, Baudelaire, je venais de citer Chikaya Otamsi. Je pense qu'à chaque fois que j'avalais Rimbaud, il y avait toujours ce ro ou soit cet hoquet de Baudelaire qui m'attachait. Et à chaque fois que je parcourais Chikaya, il y avait toujours des obstacles à parcourir qui me coinçaient, comme Sony la Boutonsi, venait, il revenait à chaque fois. Donc du coup, je les cite comme ça, mais ils sont nombreux, parce que j'en ai lu des poètes, j'en ai lu. Mais ces quatre-là, je trouve qu'ils sont phares pour moi. Ils sont ceux qui m'ont forgé, ils sont ceux qui m'ont habité et ceux qui m'ont poussé à écrire. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, on ne peut pas lire Sony et rester sans écriture. On ne peut pas lire Sony et rester sans écriture, c'est clair pour moi. Juste une question d'ordre général qui vient à l'esprit. Es-tu d'avis que l'originalité d'une œuvre n'est rendue possible qu'au regard de ce qui a déjà été fait? Je serais d'avis oui et parfois non. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher, tout a été déjà écrit au monde. Tout a été écrit sous ce soleil. Tout est écrit. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Il faut maintenant écrire autrement. Écrire les mêmes écritures, mais autrement, avec des innovations. Maintenant, l'originalité, oui, à mon sens, oui, c'est ce qui reste. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a ces écrivains qui écrivent avec de l'audace d'innover, en fait. D'une création, en fait. Une création nouvelle qui n'a jamais été faite. Donc, je prendrai l'exemple, par exemple, d'un roman, j'hésite de le citer, mais je le cite quand même, de Gauze, par exemple, quand il écrit Debout payé, il écrit Debout payé avec des sens à lui. Il écrit, à un moment, nous sommes dans la boutique, c'est comme des étalages, on nous explique. 1, 2, 3, c'est expliqué dans ces romans. Mais à d'autres moments, ou soit après cela, il revient à la narration. Donc, c'est ça une création. C'est ça la création. Donc je trouve que dans l'originalité aujourd'hui, il y a ce qui crée. Il y a ce qui crée, sans pourtant se référer des anciens, je trouve. Ça peut le répéter. Poète français. Les premiers poètes congolais ont écrit une poésie orientée politiquement et idéologiquement, comme on peut le voir dans les différentes postures de la négritude prises par Martial Singa et Chikaya Otamsi. Oui. Je pense que ces anciens-là ont été les précurseurs de cet art. Ils ont été des baliseurs. Et pour nous, je pense que c'est bénéfique. C'est bénéfique. Maintenant, ils étaient basés sur ce qu'ils vivaient. Ils avaient l'avantage d'avoir l'art et d'avoir un champ de bataille de l'art. Donc je m'explique. Ils avaient le temps de conscientiser un peuple barbare, peut-être, je mets entre guillemets, où il y avait chevauché de tout, en fait, de toutes choses. Il y avait des manquements, il y avait peut-être la dictature aussi, s'il faut le dire, il y avait tout ça. Et puis, ils devraient, eux, avec leur rôle d'écrivain,
redresser, essayer de ramener le peuple, essayer de ramener la nation, essayer de ramener l'État, ou soit de dresser la politique avec leur écriture. Voilà pourquoi ils avaient cette audace et cette volonté de s'y mettre dans la politique pour recadrer les choses. Même si aujourd'hui on le dit, un livre ne ramène pas la révolte. Mais ils avaient quand même cette audace et cette envie d'écrire pour dresser les choses, pour recadrer, pour que ceux qui liront puissent suivre le bon chemin. C'est ça. Et je pense que c'était normal pour eux. C'était normal. Et pour aujourd'hui, je dirais, c'est pas loin de là. C'est pas loin de là. Et aujourd'hui, au rythme de son évolution et avec la naissance de nouveaux poètes que l'on voit tous les jours passer par là sur la place publique, peut-on affirmer que sans contredire que celle d'aujourd'hui est aussi orientée dans un sens donné? Que la poésie congolaise actuelle aussi est orientée dans un sens? Bien sûr, je venais de dire qu'aujourd'hui ça se rapproche, Nous sommes à 2 doigts ou sinon à 2 gouttes de l'ancienne idéologie ou soit de l'ancienne voix. Aujourd'hui, l'écriture se ramène beaucoup plus à ça, mais bien qu'on peut aussi s'en passer. On essaie un peu de s'en passer, parce qu'on ne peut pas. La politique ne juge pas tout, la politique ne traite pas tout, ne résout pas tout aussi. Il ne faut pas essayer, en tant qu'écrivain, il ne faut pas essayer de ramener, soit de résoudre tout par la politique, ou soit de cadrer tout, de rassembler tout par la politique, de donner tout la faute à la politique. Non. Je pense que c'est pas ça. C'est dépassé cet évangile-là, c'est dépassé. Je pense qu'il faut se surpasser, il faut écrire, il faut faire le mieux, il faut essayer de ramener les lecteurs à autre chose, sinon que la politique. Il faut essayer de faire mieux. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. Ces anciens le faisaient parce c'était pas comme aujourd'hui. Il y en avait des révoltes, il y en avait des soulèvements, il y en avait des marches, il y en avait la politique bondée dans ces pays-là. La politique bondée. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Et je pense que l'écrivain ne devrait pas s'y mettre vraiment dans cette logique. À garder son sens vers la politique. Et la tienne dans ta poésie, quel sens tu lui donnes? Ma poésie, c'est pour égayer, c'est pour la gaieté, c'est pour la bonté, c'est pour faire réjouir le peuple, pour réjouir les lecteurs, c'est pour ramener à la raison, c'est pour éduquer. Bien que je ne serai jamais moraliste, mais dans la poésie, on peut retrouver une voix. Je réponds parfois à ceux qui veulent qu'on leur dise des mots, mais qui ne l'entendent pas. Je les réponds dans mes écrits. Je parle souvent de ceux qui sont démunis, de ceux qui sont effleurés par la pauvreté, de ceux qui sont effleurés par les indus, en fait. Les méchancetés autres, les troubles, j'écris. Mais je ne me mets pas vraiment dans cette politique, mais je me mets dans le sens où le lecteur pourra trouver un gain de cause. En 2020, tu as publié un texte dans l'anthologie multilingue initiée par Leski Indio et Frédéric Danga, deux éditions L'Harmattan. Comment cela s'est-il passé? Rectificatif d'abord, dans cette anthologie, j'en compte 3 textes. Et non un seul. Et avec Lise, on s'est connus au travers la flévitude. Grâce à Aimé Yengue, j'ai fait connaissance à Lise. Et quand elle a eu son projet sur l'anthologie multilingue, je me suis intéressé. Je lui ai proposé des textes et ça a été accepté. Et du coup, ça fait partie de l'anthologie. Et pourquoi avoir proposé une traduction en lingala alors qu'il existe plusieurs langues locales? Oui, le choix de la langue en fait. Le choix de la langue. Sans le cacher, j'ai vécu avec ces 2 langues. Le français, le lingala, j'ai vécu avec. Et dans ces 2 langues, je rêve avec. Je rêve en lingala, je rêve parfois en français. Donc je ne force rien en écrivant en lingala, en français. Je ne force pas. Si bien qu'il y a un travail après, parce que l'écriture, c'est pas un travail d'un seul jet. Hein.
tu l'écris et après il faut écrire, voir, revoir et réécrire. C'est ça la logique. Donc, du coup, même à part ça, écrire, voir, revoir et réécrire, j'ai écrit en lingala et je le propose. Et même dans ce bouquin, dans l'anthologie multilingue, j'en compte 3 titres. Il y a 2 titres en français qui ont été traduits par moi-même en lingala et un titre en lingala qui a été traduit en Congo. Traduit en Congo par Liskine. Oui. Ensuite, tu t'es associé au collectif des écrivains africains contre les violences en Afrique du Sud, dans l'anthologie des plumes contre les violences en Afrique du Sud. Comment cela s'est passé aussi? Oui, avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, nous avions un cœur et ce qui s'est passé n'a rien laissé de bon pour tout le monde, pour tout humain. Et c'était déplorable. D'abord, la situation était déplorable. Et ensuite, il y a eu Madame Alphonsine Yelenga Bouya qui m'a contacté pour ça, que je salue même. Elle m'a contacté pour ça et j'ai été obligé, personnellement j'ai été obligé par moi-même de proposer des titres. Et j'en ai proposé également 3 titres pour cette anthologie-là. En publiant dans ce recueil, étais-tu sûr que ton texte pouvait bouger les choses? Oui. D'abord, la confiance de l'écrivain, il acquiert quand il écrit. Dans son atelier, il est confiant. Parce que si tu écris, tu n'es pas confiant de ce que tu écris, mieux vaut arrêter, je pense. Maintenant, j'étais confiant d'écrire un texte qui pourra bouger les choses. Maintenant, l'essentiel est qu'il faut que ces textes soient lus. C'est ça. Nous, on écrit, mais il faudrait que le monde le lise. Sinon, si le monde ne lit pas et que ça aille pourrir dans des bibliothèques, rien ne changera. Rien ne changera. Un mot peut-être à l'occasion contre cette xénophobie pathétique. Si j'aurais juste un mot, je dirais que les hommes arrêtent un peu de se distinguer, que les hommes arrêtent un peu de se mesurer. Hein, nous ne sommes plus à l'époque où il faut calculer les races, comme disait Sony. On ne peut pas calculer les races, on ne peut pas calculer les ethnies, calculer les humains. Nous sommes tous humains. Je pense qu'on se doit paix, amour, on se doit unité, on se doit bonté, partage. Puisque c'est ce monde-là que l'on partage, on doit être en partage et en union avec tout le monde. Que ces exactions n'arrivent plus, on le souhaite en fait, que ça n'arrive plus. Une question soulevée par Jésus Lemba sur les réseaux sociaux il y a quelque temps. Peut-on être un bon auteur sans être un bon lecteur? Bon auteur sans être un bon lecteur. Bon lecteur, oui. Je parle de bons lecteurs aguerris, ils sont assidus dans la lecture, oui. Mais bon auteur, je mets entre guillemets parce que je n'aime pas trop cette connotation parce que aujourd'hui, être bon auteur, on ne sait pas ce que ça signifie. On ne sait pas. Qui est là derrière pour les juger, pour les mesurer, ou soit pour faire une émulation, pour choisir ses bons. On ne sait pas. Tous on est auteur, on écrit. Maintenant, la portée de nos écritures, parfois, n'ont pas les mêmes directions ou les mêmes longueurs. Mais je pense aujourd'hui qu'on peut être auteur que si l'on a lu. Et on ne peut pas être auteur en ne lisant qu'un seul livre. Non. On ne peut pas être auteur en ne lisant qu'un seul livre. Je ne pense pas. Et aujourd'hui, la lecture nourrit l'écriture. Ça nourrit l'écriture. Ça permet à se corriger. Ça permet à découvrir. Ça permet à modifier son style. Ça permet à beaucoup de choses aujourd'hui. Et je ne pense pas aujourd'hui que quelqu'un avachi chez lui, il commence à écrire sans lire et il devient auteur. Non. Sinon... Un texte que tu aimerais peut-être partager au monde entier, tiré de ton Oui, j'ai un texte. Je pourrais proposer un des textes du recueil de poèmes Les jours sont comme vos jours. Je vais d'ailleurs le chercher, je l'ai avec moi. La tablette. Je ferai la lecture.
Je pleure de vraies larmes. En pensant à toi au milieu de la nuit, je pleure de vraies larmes. Mes bras lourdement levés en l'air, le grand deuil m'est réservé. À travers l'obscurité, mon cœur est abîmé de la douleur de tes yeux qui m'inondent. La lune s'est annoncée comme une tempête furieuse. Dès le premier vent, tu t'es débarrassé de moi pour user de mes nuits et de mes jours. Comme une grise nuée, je souffre sous tes pieds, à la suite de ces étoiles encore jeunes. Mon corps est un charme que tu as oublié, un bouquet de fruits jetés aux mouches. Il ne reste plus que ta silhouette sur du sable et mon bonheur qui presque s'éteint. Parfois j'entends la voix du désespoir qui monte peu à peu, quelque part, entre les ténèbres et mon malheur dans une maison fermée. Je frissonne, mes forces s'amoindrissent et je ne puis vivre sans toi. Malgré mes espoirs écrasés, je suis innocent et je t'aime comme aux premiers instants. Dans les sifflements du vent, mon cœur, derrière les écumes, ne bat que pour toi. Tourne vers moi ton visage et le noir de ton œil. Je t'en prie, ne t'en va pas comme un bateau en détresse qui s'éloigne de son port pour m'achever mon sévélier. Le cœur attendri, angoissé, je t'entends partir. Comme un lit défait, sur le sable, je respire l'odeur de ma vie morte. Les yeux fixés sur un point vague, les mains enroulées dans la mouise, les lèvres entrouvertes, je te vois toi, toi ma vie qui se dessert, fuit d'un pas léger sur la ligne de l'aube, à l'instant où mes bras sont noués d'impuissance. Le vent sèche les bons et mauvais souvenirs qui s'écoutpoignent dans mes pensées. Au fond de ma mémoire repose l'espoir, l'espoir d'une nouvelle romance faite de ton amour. C'était ça le texte. Giovanni, d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons espéré que Céline la colère et la... Beaucoup de